Qui a posé des questions pareilles? Je veux des noms. Ouais, ça va être chaud, il y en a quelques-unes, elles sont coriaces quand même. Bonjour, bienvenue dans la série 10 questions pour s'élever. Si j'ai créé cette série, c'est pour répondre à un maximum de questions. Un peu comme une foire aux questions finalement, où je vais pouvoir répondre de manière assez rapide, concise, mais surtout pour vous donner des clés de compréhension sur la liberté. La liberté, c'est une thématique qui peut rapidement donner le vertige, et pour ça, bien entendu, c'est dans la tête que ça va se passer. Donc bien entendu, je vous invite à réfléchir à tout ceci, et on va poser des choses ensemble avec des questions. Je vous invite, au travers de commentaires, etc., de poser vos questions pour enrichir les prochains épisodes. À tout de suite. Voilà, ça démarre fort. Comment reconnaître une manipulation? Alors, administrative et juridique, serais-je tenté de rappeler, et comment y faire face? Première des choses, un petit détail qui est important de rappeler, si vous rentrez dans des démarches, si vous êtes face à eux, n'oubliez pas que juridiquement parlant, ces gens-là se permettent absolument tout. C'est-à-dire que la plupart du temps, les documents qu'ils produisent sont des faux. Donc faux avec usage de faux. Oui, même dans la justice actuelle, je l'ai déjà expliqué, il n'y a pas vraiment de justice qui tienne. Alors on n'est pas forcément dans la manipulation, on est plus dans la tromperie. Mais encore faut-il savoir que il faut faire attention, surtout quand on utilise la justice. Donc, dès qu'il y a un document, il faut le lire absolument. Comment faire face à des manipulations ou comment les appréhender? Tout simplement, il suffit de lire et de relire jusqu'à parfaitement comprendre ce qu'ils veulent, leur réclamation. Que ce soit des documents, des condamnations à votre encontre, que ce soit des réclamations, ou que ce soit tout simplement des contrats, je vous invite, pour éviter toute forme de manipulation, à tout lire. C'est ce qu'on ne fait pas. Généralement, quand on souscrit à un crédit, on va chez le banquier, il nous donne un pavé comme ça, et puis on le signe en se disant « Bon, de toute façon, tout le monde le fait, s'il y avait une embrouille, ça se saurait. » Bah, voyez où on en est. Donc non, il faut absolument tout lire et tout remettre en question. Pour ce qui est des manipulations administratives, à proprement parler, moi je dirais que la manipulation à reconnaître en premier lieu, ça va être la réclamation d'argent. À partir du moment où on vous réclame de l'argent, ça je l'ai déjà expliqué, c'est tout simplement un souhait de contracter avec vous, par exemple une fiche d'imposition, une amende ou une quelconque réclamation pouvant être illégitime et possiblement illégale évidemment. Ce qu'il faut regarder, c'est quelle est la nature de la demande. Est-ce que c'est légitime de faire une réclamation d'argent comme ça? Et bien souvent, on se rend compte que non. Donc pour moi, la première des manipulations, c'est la réclamation d'argent. On est dans une matrice commerciale, on est dans une matrice qui nous trompe. On sait très bien, le mécanisme, quel est-il? C'est celui de vous extorquer de l'argent. C'est le nerf de la guerre après tout. Donc, faites attention à vos réclamations. À ce qu'on vous réclame, et par-dessus tout, qu'est-ce qu'on fait, comment on y fait face? Et pareil, il y a plusieurs moyens, ça je l'ai expliqué dans mes formations, mais de manière assez succincte. Vous pouvez tout à fait ignorer les choses, ça ne vous concerne pas, après tout. Vous pourriez répondre d'une manière assez simple, si vous avez les arguments juridiques, c'est toujours une voie possible, ou alors vous avez la possibilité d'utiliser des méthodes qui vont permettre d'engager la responsabilité sur divers plans, etc. Bref, en tout cas, chaque fois qu'il y a une situation, il y a une stratégie à mettre en place. Et ça s'apprend. Alors évidemment, quand je vous dis la possibilité, c'est de répondre, oui, il faut quand même connaître un minimum ses droits et savoir ce qu'on va mettre dans le courrier lorsqu'on va répondre. Si on ignore, il faut être capable de défendre pourquoi on ignore, etc., etc. Donc il y a une réelle nécessité, encore une fois, de savoir défendre ses droits, de connaître soit sa légitimité, soit le cadre légal. Je vous dirais que le top du top, c'est de bien être à l'aise sur le cadre légal, de savoir comment fonctionne le juridique dans l'ensemble, c'est pas la peine d'être un spécialiste, ou tout simplement de connaître le cadre de la légitimité, en s'appuyant par exemple sur le droit naturel.
Ça, c'est une excellente question qui est très large. On pourrait en discuter des heures, mais tout simplement, il y a quelque chose que j'ai retenu de ces années, c'est qu'il vaut mieux mettre de côté tous ces acquis et si possible de mettre de côté toutes ces certitudes. Je sais que c'est pas simple dans un monde où on est entouré d'informations qui font éveil bien souvent à nos biais de confirmation. S'il y a bien une chose qui est importante donc, c'est de mettre de côté tout ça et de se dire, ok, partons du principe qu'on ne sait rien et qu'on a des certitudes sur rien, parce qu'on est dans un monde vraiment très compliqué. Je sais, on est beaucoup à essayer ou à fouiller depuis des années, à s'informer, à avoir des certitudes sur comment est-ce que ça fonctionne. Dans l'ensemble, ok, on comprend comment la matrice fonctionne, grossièrement. Mais surtout, ne pas se positionner en tant que donneur de leçons, genre moi j'ai tout compris. J'essaye de me détacher de ça et de n'avoir une certitude sur rien du tout. Évidemment, j'ai expérimenté des choses. Il y a des sujets sur lesquels je suis plus à l'aise, où je peux plus insister sur le fait que oui, je sais que ça fonctionne parce que je l'ai vu de mes propres yeux, parce que je l'ai expérimenté, etc. Encore que je garde une réserve parce que le monde est très subtil. Il y a quelque chose qui, c'est une phrase qu'on utilise bien souvent, un adage qui dit « plus on en apprend, plus on sait qu'on ne sait rien ». Et c'est totalement vrai. Plus j'avance et plus je me dis « waouh, les certitudes, c'est vraiment pas très bon pour l'évolution, mais aussi par rapport à notre posture, pour pouvoir être crédible et pour pouvoir faire de la pédagogie, parce qu'il y a un grand besoin de faire de la pédagogie, notamment avec les agents de la matrice. » Ça, c'est très important. On essaye tous, au début, de convaincre en ayant nos propres certitudes, alors qu'en procédant par le questionnement, on arrive plus facilement à ses fins et à exprimer les choses. Je prends souvent comme exemple l'histoire parce que je me suis penché sur l'histoire. Et j'ai remarqué que plus j'essayais de fouiller sur quelle était notre réelle nature, quelle était notre réelle histoire, plus j'avançais et moins j'étais sûr. Parce que finalement, même si je me rapprochais d'une certaine forme de logique, au bout d'un moment, il n'y a aucune possibilité d'aller vérifier, ne serait-ce qu'avec notre sentiment, notre feeling, ou par le fait que certains se disent canal ou d'avoir des informations d'ailleurs. Même ces informations qui viennent d'ailleurs, possiblement on ne sait pas d'où elles viennent. Donc je pense que d'une manière humble, le mieux c'est de se détacher de tout ça et de se dire ok, bon, j'en connais un rayon tout de même, je laisse une place à l'incertitude. Et comme ça me permet d'avancer. Ça permet de laisser la place à de nouvelles informations qui pourraient éventuellement bousculer nos croyances. Ah, l'autonomie est-elle un piège? Est-ce que c'est l'illusion de la liberté? Alors, bien entendu, faut remettre les choses dans l'ordre. Non, l'autonomie n'est pas un piège, puisque via l'émancipation, on incite à prendre au maximum ses responsabilités, et on incite quelque part aussi à plus d'autonomie, évidemment. L'autonomie sous toutes ses formes, l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, l'autonomie sanitaire. Je veux dire par là, si on peut s'affranchir des grandes surfaces, si on peut s'affranchir de Big Pharma, au maximum des pharmacies, en étant son propre docteur en premier lieu, si on peut s'affranchir d'un organisme qui fournit de l'électricité parce qu'on est capable de le produire nous-mêmes, etc., tout ça, c'est génial. Alors pourquoi est-ce que ça pourrait être l'illusion de la liberté? Tout simplement parce que à un moment donné, l'autonomie, je pense qu'elle a ses limites. C'est-à-dire que pour être pleinement autonome, parce que certains pensent que la liberté viendra de l'autonomie à 100%, c'est pas faux. Et c'est pas totalement vrai. Ça dépend le cadre. Et moi, je dirais que, individuellement, être autonome à 100%, c'est énormément d'efforts. C'est quasiment un travail à plein temps. Et c'est très dur. Je pense que c'est de l'ordre de la survie. Et c'est déployer vraiment beaucoup d'efforts au quotidien pour réussir à survivre. Et finalement, le projet, c'est pas de survivre, mais c'est de vivre. Donc l'autonomie, certes, à un certain point, mais je pense surtout que l'autonomie, elle doit être visée à titre collectif. Et c'est pour ça que j'incite les gens à réfléchir sur
l'autonomie ou l'émancipation individuelle en premier lieu, parce qu'il est très important de s'occuper de soi en premier lieu. Et une fois qu'on est prêt et qu'on a comme on dit, le mindset, hein, l'état d'esprit adéquat pour pouvoir œuvrer sur l'émancipation collective, à ce moment-là, l'autonomie, elle sera beaucoup plus intéressante à titre collectif. Évidemment, je me prends pour exemple. C'est vrai que je travaille beaucoup, pour tout ce que vous savez, hein, les vidéos, tout ça, ça prend du temps, les formations, ça prend du temps, les accompagnements, l'aide en parallèle, la mise en place de différents projets, etc. Si je devais être autonome à 100% moi-même, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Et je pense que ça pourrait devenir vertueux si on commençait à réfléchir à l'émancipation collective de manière à être complémentaire. On rêverait forcément d'une société où moi, je pourrais, par exemple, si je prends encore mon cas, m'appuyer sur des maraîchers qui pourraient me fournir en fruits et en légumes, des spécialistes en autonomie énergétique qui pourraient effectivement m'installer ou tout simplement maintenir des systèmes. Et dans un cercle vertueux, on pourrait s'échanger cette énergie, alors sous forme d'argent, sous forme de troc, sous forme de service, peu importe. Mais je pourrais m'occuper de leurs affaires d'un point de vue administratif ou juridique. Je pourrais défendre des gens beaucoup plus simplement dans un échange. Je pourrais éventuellement aussi leur apporter ces connaissances sur la finance décentralisée, sur tout l'aspect blockchain, technologie, etc. que je suis en train de mettre en place et de promouvoir comme une voie d'émancipation. Mais voyez que ça sera vraiment beaucoup plus simple si on arrivait à avoir une organisation collective. Donc l'autonomie n'est pas un piège. Ça devient un piège à partir du moment où on s'enferme dedans. Comme le survivalisme. Le survivalisme, c'est bien, ce sont des connaissances vraiment très intéressantes et possiblement très utiles. J'espère qu'elles ne nous serviront pas. Mais c'est pas un projet de société de survivre. Un projet de société, donc, comme je l'ai dit, c'est de vivre dans un cercle vertueux où on pourrait s'échanger, où chacun aurait sa place, parce qu'on a tous une utilité. Ça, c'est très important. On est tous utiles et bons à quelque chose. Rien ne sert de s'enfermer à 100% de manière chevronnée et à bûcher sur quelque chose qui pourrait nous rendre malades parce que, encore une fois, l'autonomie à 100% pour ceux qui ont essayé, bah, c'est pas simple du tout. Donc voilà, conscientiser le fait que l'émancipation, elle doit d'abord, à mon sens, être individuelle, puis à visée collective pour justement qu'on puisse être ensemble, recréer une société où on pourra parler de réelle autonomie. L'autonomie du peuple, l'autonomie qu'on aura mis en place au fur et à mesure, en construisant, possiblement, en parallèle de cette matrice qui n'œuvre pas forcément pour nos intérêts. Ce qui me motive, finalement, c'est que ça avance. Ça avance, selon moi, dans le bon sens. Au contraire de cette matrice qui veut nous enfermer dans un enclos qu'elle rétrécit de jour en jour, bah, l'idée, c'est de retrouver beaucoup plus de liberté, et c'est vrai que ce qui m'enthousiasme, c'est de voir à quel point les humains déterminés peuvent faire des choses absolument fantastiques dès lors où ils ont décidé d'avancer ensemble, en mettant de côté leurs intérêts personnels, leur ego, etc. Encore que, tout est une histoire d'intérêt aussi, hein. Faut pas se leurrer là-dessus, on a tous des intérêts, je vais parler de moi. Mon intérêt, c'est quoi? Mon intérêt, c'est de vivre plus heureux dans cette matrice. Évidemment, en premier lieu, je vous ai dit, il faut d'abord penser à soi, c'est très important. Et une fois qu'on est bien avec soi-même, on peut penser à l'émancipation collective. Si je suis heureux, j'ai forcément envie de répandre ce bonheur. Forcément, j'ai trouvé un certain équilibre, un certain bonheur à faire ce que je fais au quotidien, à vous partager toute cette dynamique d'émancipation que j'expérimente depuis longtemps. Quand je trouve des choses qui fonctionnent, je vous les partage et c'est mon bonheur de le faire. Je suis un petit peu tombé là-dedans par hasard, hein, dans l'administratif, le juridique. C'est donc en creusant dans les méandres de cette matrice que je suis tombé sur le poteau rose, si on peut l'appeler comme ça. Et c'est malgré moi, finalement, je me suis dit, je ne peux pas tolérer ça. Donc, j'ai fait en sorte de me libérer de cette matrice et de comprendre comment je pouvais faire pour, au mieux, vivre dans cet enfer et pourquoi pas pouvoir en sortir. Ce qui est tout à fait possible, mais qui n'est pas toujours très conseillé en premier lieu. Hein. C'est pas ce que j'encourage à faire de sortir de la matrice en premier lieu. Je pense que nous devrions le faire collectivement. Mais voilà, en tout cas,
je suis rentré dans une dynamique. Cette dynamique m'a fait rencontrer des gens merveilleux, m'a fait connaître plutôt des projets tout aussi merveilleux, de gens qui se bougent pour aller dans le bon sens. Et lorsqu'on a un minimum d'implication dans ces milieux-là, et c'est pour ça que je vous encourage tous à essayer de trouver votre place dans ce secteur assez immense de l'émancipation, on est tous bons à quelque chose. Et quand vous allez voir, vous allez rentrer dans ce truc-là, rentrer dans cet univers, vous allez rencontrer des gens avec une toute autre dynamique. Vous allez voir que c'est vraiment enthousiasmant d'être aligné avec ses valeurs, avec ses principes, etc. et de trouver des gens qui œuvrent à vos côtés, comme vous, en partageant les mêmes choses. Et de voir à quel point on peut être bon, parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à faire des constats sur cette société, à quel point elle peut être, oui, dégueulasse, à quel point elle peut être injuste, dure et cruelle. Mais à contrario, l'humain peut aussi être absolument bouleversant et extraordinaire. Donc, ça, c'est ce qui me motive. J'avais pas forcément une destinée à aller là-dedans, enfin une destinée encore que, possiblement. J'ai pas choisi, c'est juste que par la force des choses, je n'ai pas voulu me laisser faire, et je suis tombé dans une dynamique qui a fait que j'en suis là, et que je suis vraiment très heureux de porter ce type de projet, et d'en connaître davantage, et de voir que je suis pas seul dans cette mouvance-là, et qu'on a envie tous, au final, parce que c'est la finalité à mon sens, de vivre en paix, et de vivre heureux sur cette terre. Donc, ça m'enthousiasme. Et ce qui me donne donc la force de continuer à faire ce que je fais, même s'il est vrai que c'est pas facile. Justement, si tu as donc envie de participer, d'en savoir plus, de découvrir tout ce joyeux monde lié à l'émancipation, n'oublie pas de liker la vidéo, de partager, de t'abonner, etc. C'est très important. Surtout le fait de rester branché. Rester lié, créer un réseau, c'est super important, c'est le principe même du fameux rester branché. Il est vrai qu'on a envie de parler quand on sait, mais on sait aussi que ça peut mener au conflit. Donc comment faire? Moi je dirais déjà, il faut être fort dans ses convictions, c'est une certitude, mais surtout il faut pas avoir peur. Alors pas avoir peur du conflit, c'est une certitude, mais pas avoir peur de parler. Mais selon moi, il y a une méthode. Je viens d'en parler, c'est le fait de questionner. Questionner, c'est quoi? C'est prendre du recul sur des événements. Je sais pas, vous voulez convaincre votre entourage sur l'illégalité de la République, par exemple. L'idée, ça sera de poser des questions sur cette fameuse République et de tourner autour. Ne vous positionnez pas comme un complotiste, là, fort dans ses convictions, un peu jobard parce qu'il aurait regardé 2-3 sites bizarres sur Internet. Non, je pense que, encore une fois, ça se joue dans la posture, dans la pédagogie, etc. Et dans le calme aussi. Le calme et la bienveillance. Il ne faut pas agresser les gens en disant « Ouais, mais de toute façon, t'es qu'un mouton, tu comprends rien », etc. Non, c'est pas cette posture-là. Et dire « Voilà, j'ai constaté qu'il y avait quand même des irrégularités dans cette République. J'ai remarqué qu'il y avait des trucs qui tournaient pas rond. Et j'ai lu des choses qui m'ont quand même posé des questions, je suis allé vérifier, etc. » Et voilà, je te partage. On peut parler au tonton qui est à table le dimanche midi avec nous. Repas de famille, un petit peu arrosé, bon, peu importe. Mais l'idée, c'est d'y aller soft en disant « Écoute, tu crois pas que la République a des choses qui vont pas rond? Est-ce que tu crois pas que le niveau de corruption, il est arrivé à un niveau qui devient vraiment alarmant? Est-ce que tu crois pas que les impôts, finalement, ne servent pas directement le peuple? Parce que j'ai entendu dire que la France était une société privée. T'as déjà entendu parler de ça? Non, parce que si tu veux, je te montre. Regarde, on va sur société.com. Puis si tu veux aller plus loin, on pourrait aller sur le Dun & Bradstreet. Tu vois, ils sont enregistrés aux États-Unis quand même pour faire du commerce au niveau international. Ils ont un numéro LEI, numéro LEI, Legal Entity Identifier, qui leur permet d'œuvrer sur les marchés financiers internationaux. Et finalement, on donne notre argent à des sociétés privées qui prétendent être publiques, ou du moins qui se donnent pour mission de service public. C'est quand même étrange ce fonctionnement, etc. Vous voyez, c'est une posture détachée où on leur donne l'impression d'être dans leur camp.
C'est pas le camp des moutons noirs et des moutons blancs, ou des éveillés et des non-éveillés. Dès qu'on crée un clan, de toute manière, ça part en vrille. Il vaut mieux éviter la confrontation. Mais de se mettre dans, on va dire, la peau d'un mouton blanc, hein, si vous voulez garder cette expression de mouton, même si je suis vraiment pas fan avec ça. Hein. Il faut arrêter de traiter les gens de moutons, parce qu'on l'a tous été à un moment donné. Mais de se mettre de leur côté. Et dire, voilà, bah moi je suis comme toi, hein. Je sais pas trop, mais je me pose des questions. Même si vous en savez un rayon, même si vous avez tous les arguments, ne déballez pas tout d'un coup. Allez-y progressivement et voyez s'il y a l'ouverture. Parce que de toute manière, vous ne pourrez pas convaincre. Convaincre est une réelle perte de temps et d'énergie. Le changement, il vient de l'intérieur. Ça, on le dit souvent. Et donc, vous allez donner des éléments pour que l'interlocuteur puisse changer de lui-même son fusil d'épaule. S'il vous croit sur parole, c'est plutôt inquiétant, ça veut dire que l'individu en face est très malléable. Donc c'est très dangereux. Bien souvent, ce sont les gens qui se font piéger par des sectes, peut-être un peu faibles psychologiquement, peut-être naïfs. Ils se font embrigader à droite et à gauche, ce sont des girouettes, et ils ne sont pas capables de justifier ce qu'ils pensent. À partir du moment où vous n'êtes pas capable de justifier ce que vous pensez, bon, il y a un problème. Donc voilà, l'idée c'est de le faire avec calme, de se mettre dans le camp de votre interlocuteur, de vous mettre au même niveau de lui, de même niveau que lui, et de poser les bonnes questions. Ça, c'est très certainement la meilleure question. C'est mon sujet favori, quasiment. Quelle est la différence entre le légal et le légitime? Alors, je vais le répéter parce que c'est super important. On s'est fait berner. Pourquoi? Parce qu'on doit respecter un cadre légal. On va dire que on nous a mis en tête que c'était normal de respecter un cadre légal. Soit, pourquoi pas. Le cadre légal, qu'est-ce que c'est? Ce sont des règles établies par certains, soi-disant le peuple, mais je pense que vous vous doutez que c'est plus compliqué que ça. Ce sont des règles établies pour qu'on puisse agir ou puisse évoluer en société ensemble. Il faut respecter des règles. Ce qui en soi est plutôt une bonne chose de respecter des règles. On pourrait respecter des règles de bon sens, mais comme le bon sens a déserté, on est obligé de créer des règles supplémentaires. Plus il y en a qui transgressent, plus il y en a qui font n'importe quoi, plus on est quelque part dans l'obligation, une certaine obligation, de créer de plus en plus de règles. Bon bref, nous avons un cadre légal. C'est un cadre défini donc par la justice, qui définit ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ok ? Donc notre préoccupation, ça va être de rester dans ce cadre. J'appellerais plutôt ça un enclos, l'enclos du légal. Si on reste dedans, on est bon. Si on sort de l'enclos, aïe, qu'est-ce qui se passe si on sort de l'enclos? Eh bien, on est illégal. Si on est illégal, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on représente? Posez-vous la question. Si je sors du cadre légal, qu'est-ce que ça va faire? Je vais passer pour qui? Ben, vous allez passer pour un fou, un fraudeur, possiblement un criminel, un mangeur d'enfants, bref, quelque chose de pas très positif, on est d'accord. Donc qu'est-ce que vous allez vous dire, vous? Ah oui, mais si je respecte pas ces règles qui pourtant ne sont pas très logiques, mais je vais me mettre dans le cadre de l'illégalité, et là je vais passer pour un escroc, je vais passer pour un fou furieux, je vais passer pour un voleur, un fraudeur, etc. C'est l'image qu'on en donne. Hein. Donc, grossièrement, et c'est là où elle est forte cette manipulation, c'est qu'il y aurait deux camps. C'est un peu comme le yin et le yang. Soit on est bon, soit on est mauvais. C'est-à-dire que si on sort du cadre légal, parce que n'oublions pas aussi que légal n'est pas forcément moral, ça je vous laisserai réfléchir sur la question. Mais donc si on a envie d'un petit peu plus de moralité, parfois on va devoir sortir du cadre. Mais si on sort du cadre, mince, je vais être considéré comme un fraudeur, mais j'ai pas envie moi. J'ai pas envie qu'on me considère comme un fraudeur, comme un voyou, comme un bandit. Donc on va se dire, bon bah tant pis pour la morale, je vais rester dans le cadre légal. Voilà, ça c'est une pure manipulation. Comme s'il existait deux camps. Non, c'est tout simplement, soit vous respectez les règles du système, tel qu'il est, soit vous ne respectez pas les règles du système, parce que, tout simplement, c'est absolument immoral. Donc, si vous sortez du cadre légal, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes illégal? Non, pas forcément. Vous êtes légitime. Et ça, c'est vraiment une grande différence à faire. Dites-vous bien que si vous respectez le droit naturel, les lois naturelles, etc., et que vous restez dans le cadre de la légitimité, vous ne portez préjudice à personne,
que vous faites les choses selon une certaine morale, une certaine éthique, même si ça ne respecte pas certaines règles que certains ont écrites pour vous enfermer dans un enclos, bah, tout simplement, vous avez le droit d'œuvrer en dehors de ce cadre légal, sans être considéré comme un bandit illégal, mais en étant considéré comme un être vivant, libre, émancipé, souverain, et donc dans le pur cadre de la légitimité. Et ça, c'est très important parce que ce sont deux voies à prendre pour l'émancipation. Soit on choisit de se défendre dans le cadre légal, ce qui est tout à fait possible, ce que j'encourage aussi à faire, c'est un moyen de se défendre. Soit on se défend dans le cadre de la légitimité, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas un système qui nous a forcés à être esclaves. On n'a jamais consenti à tout ça, on n'a jamais consenti à être citoyen. De ce fait, je ne choisis pas le cadre de la légalité, je pourrais la respecter mais je ne le choisis pas, je me positionne plutôt dans le cadre de la légitimité. Et là, bien entendu, il faut une posture suffisamment affirmée et droite pour respecter scrupuleusement le bon sens et le droit naturel. Oh là, alors ça c'est une affirmation qui revient assez souvent. Oui, mais si je quitte la matrice, je perds tout. Est-ce qu'on perd tout en s'émancipant? Ben, moi je dirais que la question est assez délicate. Je répondrai que oui, on peut tout perdre, comme non, on peut ne pas tout perdre. Ça va dépendre de ce que l'on fait, de ce que l'on souhaite. Évidemment, il y a énormément de manières de s'émanciper, c'est pour ça qu'on ne peut pas réellement faire de guide, chacun a sa situation individuelle, chacun va vouloir se défendre selon ses convictions, selon ses croyances, selon ses objectifs de vie, selon sa situation à l'instant T. Comme je l'ai répété, selon que vous ayez un crédit ou pas, que vous ayez des enfants, que vous soyez marié, célibataire, propriétaire, tout ça, ça rentre dans la balance. Ça doit rentrer en considération lorsque vous commencez à préparer votre défense par rapport à ce système. Donc est-ce que vous pouvez tout perdre? Oui, certains ont tout perdu. Parce qu'ils sont allés tête baissée, sans réelle connaissance, sans avoir les tenants et aboutissants, en faisant n'importe quoi ou en testant des trucs. Donc oui, ça peut être compliqué, mais ce que je vous encourage à faire avant de faire la moindre démarche, c'est de bien réfléchir à ce que vous faites. De vous former, de bien saisir tous les tenants et aboutissants, de savoir exactement où vous allez, parce que, encore une fois, c'est dans l'anticipation qu'on est vraiment bon, et qu'on peut s'en sortir sans casse, évidemment. Quand on connaît les conséquences de nos actes, c'est beaucoup plus facile, plutôt que de partir à l'aventure et de se retrouver une main devant, une main derrière. Donc oui, certains ont perdu beaucoup. Certains ont tenté, certains ont joué, et ça s'est mal passé pour eux. Mais dès lors où on anticipe et on met en place sa stratégie parce qu'on a bien compris l'ensemble, considérer évidemment l'ensemble, c'est pas juste en envoyant un courrier type qu'on va se libérer de quoi que ce soit. Je préfère le rappeler encore une fois. Donc voilà, prenez le temps. Il n'y a aucune raison de perdre des choses. Mais il y a aussi, je pense, aucune raison de vouloir absolument se déposséder, parce que se déposséder, c'est une idée souverainiste aussi. C'est vrai que la dépossession, le fait d'être attaché à rien, dans l'idée, c'est plutôt bien. Mais le fait de dire « Ouais, moi je veux sortir de la matrice, mais pour ça, il faut que je parte dans la forêt, que je me dépossède de tout », non, absolument pas. Avant de sortir de la matrice, on va déjà commencer à se défendre, et on va mettre en place sa stratégie pour sortir peu à peu, et recréer la vie qu'on veut. C'est ça le truc, c'est qu'on n'est pas là pour subir une vie qu'on nous impose, on est là pour essayer tant bien que mal de vivre comme on l'entend, avec du bon sens, évidemment. Et ça ne nécessite pas forcément de se dépouiller, de perdre ou de faire n'importe quoi. Donc, la question « Peut-on tout perdre en s'émancipant ?» Je dirais que absolument pas. Donc prenez en considération l'ensemble et vous verrez que vous pourrez mener la vie que vous souhaitez sans forcément avoir besoin de vous déposséder. Une question que j'adore aussi, celle-là. Est-ce que je me sens citoyen? Pour information, j'en ai fait une émission sur le front médiatique. L'émission s'appelait Les citoyens extraordinaires. Et je souhaitais absolument faire cette émission parce que je leur disais au front médiatique, je me sens absolument pas citoyen.
Et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Donc je vous encourage à aller voir cette vidéo-là, c'est un live qu'on a fait ensemble. Mais pour répondre succinctement, non, je me sens pas citoyen, parce que la citoyenneté, pour moi, c'est tout simplement le piège. Nous avons été impliqués malgré nous dans cette société en tant qu'esclaves, ça je l'ai démontré. Cet esclave a un statut, c'est celui de citoyen. Donc à partir du moment où vous vous revendiquez citoyen, vous vous revendiquez sujet de la République. Êtes-vous des sujets de la République? La question est ouverte. Je pense que ce serait un manque d'humilité d'aller si loin, de dire que j'ai pu changer la vie de certains. Je préférerais les laisser parler d'eux-mêmes. Voilà. Si certains ont envie de commenter, de manifester, et de dire à quel point ça a pu changer quelque chose dans leur vie, alors avec certitude, ça bouleverse le quotidien. Ce que j'enseigne bouleverse, c'est vrai, j'en ai des retours. De dire que ça a changé positivement des vies, possiblement, mais je préfère laisser les gens s'exprimer par rapport à ça. Ceci dit, ce que je peux dire, c'est que j'ai d'excellents retours, commentaires, de gens qui ont fait évoluer leur existence, non pas que dans l'aspect administrativo-juridique, mais dans tous les aspects de leur vie finalement, en disant, bah voilà, j'ai vu les choses différemment aujourd'hui, je peux capter, je peux saisir cette société, et je choisis, en fait. Je commence à rentrer dans un chemin de liberté où bah, j'ai modifié pas mal de choses dans ma vie, et ça se passe plutôt bien, et je suis plus heureux maintenant que j'ai compris le fond de la problématique. Eh bien, je me sens beaucoup mieux. Certains auront fait des actions toutes simples, comme se débancariser, parce que j'ai pas mal de retours aussi en me disant « mais c'est génial ce que tu nous montres sur la débancarisation, ce qu'on peut faire ». Je soupçonnais absolument pas qu'il était possible de partir dans la finance décentralisée, d'utiliser ci, de se passer des banques, etc. J'imaginais pas qu'il était possible de faire face aux administrations, de discuter, et tout simplement de faire évoluer cette posture pour donner une autre dimension à sa vie. Donc voilà, est-ce que j'ai changé radicalement la vie de certains? Je l'espère, je le souhaite. Je souhaite que les gens qui ont pu bénéficier de quelques-uns de ce qu'on appelle conseils, même si je préfère rappeler que ce ne sont pas des conseils administratifs, juridiques, financiers ou autres. Il paraît qu'il faut faire un truc comme ça. Peu importe, j'essaye de montrer la voie. Voilà, je fais des choses. Je montre ce que je fais. Et j'essaye de subtilement expliquer les choses, parce qu'on ne peut que s'exprimer pleinement dans la sphère privée, ça je vous l'ai déjà expliqué. Mais dans la sphère publique, j'essaye de donner des pistes de réflexion pour que les gens puissent faire évoluer leur état d'esprit. Et pour qu'ils puissent faire évoluer leur quotidien avec des outils de développement personnel. J'aime pas trop ce terme, mais bon, vous comprenez où je veux en venir. Donc des outils de développement personnel, des outils techniques, des outils technologiques, des outils administratifs et juridiques. Tous ces outils-là vont nous permettre de nous bricoler une vie meilleure. Donc je vous encourage, hein, si vous avez des commentaires, allez, je me lance, que ce soit positif, ça sera super, mais si vous avez fait face à des difficultés, bah, n'hésitez pas à le dire aussi en toute transparence. C'est quelque chose qui pourrait être discuté aussi dans une autre vidéo, pourquoi pas. Ah, la liberté intérieure dans l'émancipation. Pourquoi c'est essentiel? Tout simplement parce que la liberté, c'est pas quelque chose qui s'appréhende facilement. Alors, il y a des êtres libres, ou plus ou moins libres, à qui on pourrait donner cette liberté, ils pourraient en faire quelque chose. Mais prenez du recul, sincèrement. Que ce soit sur vous ou la population en général. Redonnez-leur leur liberté. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Moi, je pense qu'il va pas se passer grand-chose. Tout simplement parce que les gens, dans la majeure partie des cas, ne sauraient pas quoi faire de cette liberté. La liberté, c'est vertigineux, on a été conditionné, non pas pour être libre, mais pour être dépendant affectivement, dépendant de l'avis des autres, dépendant d'un tiers de confiance qui aura des connaissances que l'on n'a pas pour gérer nos propres affaires, etc. Donc d'où le principe d'émancipation, de pouvoir gérer sa vie soi-même, de ne pas dépendre des autres, que ce soit au niveau de l'affect, que ce soit au niveau des activités, ou peu importe, dans l'idéal, c'est vrai que le mieux, pour un être libre, c'est d'être émancipé d'absolument tout, ou de choisir dans quoi il délègue ses affaires.
avec conscience bien évidemment, et on va dire aux gens dans une bonne dynamique, dans un autre temps. Donc voilà, la liberté a ça de vertigineux qu'on n'est pas préparé pleinement. J'ai d'ailleurs posté une vidéo sur mes réseaux sur un esclave qui quitte le champ de coton, le champ de canne à sucre. Et finalement, dites-vous bien, vous redonnez cette liberté à cet esclave, mais qu'est-ce qu'il va faire dans cette société, l'esclave? Il était en train de travailler pour son maître, pour rien finalement, parce que c'était un esclave, il n'avait le droit à rien. Et maintenant, en tant qu'esclave moderne, si on redonne sa liberté à cet esclave, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir se retrouver un boulot pour payer sa nourriture, pour payer son loyer, etc. Donc, de cet esclave classique, il va se transformer en esclave moderne, en un claquement de doigts, parce qu'on va lui redonner cette liberté. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette liberté? Eh ben, c'est pas facile d'en faire quelque chose. Donc, on est face à quelque chose d'immense, qui se travaille, selon moi, donc à l'intérieur. La fameuse liberté intérieure, c'est-à-dire que la liberté, elle commence où? Elle commence pas sur des papiers. Elle commence pas sur un formulaire CERFA non plus. Elle commence pas sur des formulaires administratifs, ni sur des courriers quelconques. La liberté, elle démarre là-dedans. Est-ce que je suis prêt à être libre? Est-ce que je comprends le concept de liberté? Ce que ça engendre? Et toutes ces questions, il faut se les poser. Et vous allez voir que tout démarre de l'intérieur. C'est quelque chose qu'on dit assez souvent dans les cercles spirituels, les cercles de développement personnel. Tout vient de l'intérieur. Bah oui, déjà, transformons-nous à l'intérieur pour incarner des êtres libres, et ensuite on pourra travailler dans la matière notre liberté en se créant une vie que l'on souhaite et non pas une vie que l'on subit. Donc, le concept de liberté, c'est d'abord quelque chose qu'il faut réfléchir et ensuite que l'on met en place. Donc, ça part dans la tête, ça part dans l'esprit, ça part dans le cœur, et ça se répercute par nos actions du quotidien. J'espère que ce petit moment passé ensemble vous aura aidé ou vous aura fait du bien. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire pour que je puisse être inspiré sur les prochaines séries et 10 questions pour s'élever. N'hésitez pas à liker, à partager, à soutenir la chaîne, à soutenir mon boulot. Et d'ici là, portez-vous bien et restez branchés.